Alors, je vais commencer par une présentation de Gaspard Koenig, ce qui n'est pas simple du tout. Donc, philosophe, agrégé de philosophie à 22 ans, essayiste, romancier également, donc une quinzaine de livres et d'essais. Vous avez été la plume de Christine Lagarde au ministère de l'Économie. Vous avez créé un think tank qui a été extrêmement actif, qui est le think tank Génération Libre. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu compliqué parce que, en fait, ce qui est passionnant aussi dans votre pensée, c'est qu'elle est extrêmement vivante, extrêmement évolutive, avec des bifurcations, avec des vagabondages, avec une tentative toujours de lier votre expérience, votre avancée dans les récits et des bifurcations assez profondes. Bon, pour exemple, depuis 2016, vous êtes allé expérimenter au Brésil le revenu universel. Vous êtes allé en Finlande voir les prisons ouvertes. Je crois que vous êtes allé voir les entrepreneurs pour l'intelligence artificielle au Rwanda. Et vous avez fait d'ailleurs un livre consacré à l'intelligence artificielle qui a été, je crois, très difficile pour vous puisque vous l'avez appelé La fin de l'individu. Peut-être que vous nous en parlerez. Et à l'issue de ce livre, vous êtes installé en Normandie et avec un jardin. Et là, vous allez nous en parler beaucoup plus longuement. Et vous êtes également parti avec votre jument sur 2 500 kilomètres sur les traces de montagnes. Et là, ça a été quelque chose de très riche, je pense, en rencontres, en expérimentation. Enfin, vous nous en parlerez beaucoup plus. Et ça a donné lieu à un livre que beaucoup d'entre nous ici ont lu, qui est Humus. Et je donnerai simplement une phrase sur Humus. Si l'homme vient d'Humus, détruire l'humus revient à perdre notre humanité. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots parce qu'il me semble que c'est vraiment le départ de votre livre Agrophilosophie. Bonjour à tous. Et, effectivement, j'ai toujours mêlé les idées ou les auteurs classiques que je lis toujours beaucoup avec l'expérience. Donc, j'essaye vraiment d'aller sur le terrain, que ce soit à cheval, ou rencontrer les entrepreneurs de l'IA en Amérique ou en Chine, ou bien en faisant mon jardin ou en faisant des campagnes politiques. Enfin, voilà. En tout cas, pour moi, il est très important de sortir de la bibliothèque et d'être toujours dans le réel. Et c'est ça qui donne les idées les plus justes, à condition qu'on accepte évidemment de se laisser surprendre et d'en changer. Ce que disait Montaigne sur les voyages, d'ailleurs. Si on revient d'un voyage comme on est parti, c'est qu'on a raté quelque chose. Et donc, bon, vous avez ouvert plein de pistes, mais là, je ne vais pas pouvoir parler de tout, ni du voyage à cheval, ni de l'intelligence artificielle, etc. Enfin, il y a normalement quand même une certaine cohérence dans tout ça. En tout cas, je passe d'un sujet à l'autre en sachant à peu près pourquoi je le fais. Et après l'IA, j'avais voulu faire exactement l'inverse. Et donc, le voyage à cheval me paraissait une bonne idée pour faire quelque chose qui n'était pas digitalisable, ni dataisable, et qui, au contraire, on appelait énormément à la confiance humaine, puisqu'il faut tout simplement être logé tous les soirs sans passer par Airbnb, parce que l'option cheval n'existe pas. Donc ça, c'était déjà en soi assez intéressant. Et bref, et donc effectivement, tout ça m'a fait in fine atterrir dans l'humus de mon maigre et d'ailleurs assez peu productif potager. Et bon, et quand on écrit comme ça, il faut se laisser des plages un peu de vagabondage personnel. Hein. On tente des choses et sans chercher. Alors, c'est toujours des périodes compliquées où on cherche, mais si on se met à chercher en sachant qu'on cherche, on ne trouve pas. Donc, il faut oublier qu'on cherche et on finit par trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bon, et donc au hasard de ce vagabondage-là, j'ai trouvé mes vers de terre. Bon, l'expérience que chaque jardinier évidemment a fait, même j'espère chaque enfant. Et puis j'ai commencé simplement à me documenter à titre personnel. J'ai lu Marcel Boucher qui a écrit un peu la grande somme sur les vers de terre, qui s'appelle Des vers de terre et des hommes chez Actes Sud. Et puis voilà, j'ai commencé à m'y intéresser parce que c'est finalement tout un univers, le sol, qu'on connaît très peu, alors que cette citation le montrait, c'est la citation qui est dans la bouche d'un de mes personnages, mais on en vient, on y retourne, on en vient étymologiquement, et puis on en vient très matériellement. Et au début, les vers de terre ont été un prétexte pour écrire le roman Humus, puisque le projet d'Humus, c'était d'abord et avant tout un roman d'initiation autour de l'écologie, avec deux personnages, de jeunes héros qui sont pas des militants d'ailleurs,
disons qu'ils ont la conscience écologique moyenne de leur époque, ni plus ni moins, des jeunes qui sont AgroParisTech aujourd'hui, et qui vont choisir un peu par hasard d'ailleurs de voies très différentes pour essayer de rejoindre leur idéal. L'un, on passe par la création d'entreprises, capitalisme, l'autre au contraire par la radicalisation politique. Et les vers de terre étaient quand même un peu un prétexte au début de ce livre, en tout cas. Sur quel terreau, justement, je vais pouvoir faire germer cette tension autour, justement, des vers de terre que les deux découvrent. Et l'un fait une start-up de vermicompostage et l'autre essaye de réintroduire des lombriques dans le cadre d'abord d'une thèse que des gens font. J'ai rencontré des thésards qui font ça, réintroduction lombricienne dans des terres appauvries, pour voir combien de temps ça prend, comment c'est possible, quel type de lombric il faut mettre, etc., avec des parcelles témoins. Et puis petit à petit, ils se radicalisent, et donc les deux, qui partaient un peu au même niveau, si je puis dire, finissent par avoir des trajectoires très différentes. Mais donc en écrivant ce roman, j'ai commencé à prendre au sérieux en fait cet humus qui était au début un prétexte, et qui et finalement c'est ça qui a donné le livre d'après, Agrophilosophie, qui lui est vraiment une réflexion plus théorique et plus en repartant de mon jardin aussi, mais enfin disons plus référencée, et en tout cas sous forme d'essai, de non-fiction, autour du rapport des philosophes au sol et autour du sol lui-même et de la métaphysique du sol en fait. Et donc là j'en viens un peu plus précisément à votre question. Ce qui me fascine dans l'humus, c'est qu'au fond c'est lui qui alors, outre qu'il assure, et qu'on vient quand même de le rappeler, à la fois la fertilité naturelle des sols, mais aussi le drainage et d'ailleurs la dépollution de l'eau, et aussi l'enfouissement du carbone, et aussi la biodiversité, et qu'il y a plus de biomasse sous le sol qu'au-dessus de la terre. Donc c'est vraiment un élément totalement essentiel de tout, quoi. Et puis aussi de notre microbiome, de notre microbiote intestinal qui communique avec celui des sols. Donc c'est vraiment en termes de santé, d'eau, de nourriture, bref, de tout ce qui est absolument essentiel à la vie, c'est l'élément fondamental. C'est pour ça que je pense que s'il y a une réforme à mener dans le domaine écologique, c'est celle de l'agroécologie, qui consiste avant tout à prendre soin et à restaurer les sols. À partir du moment où les sols sont sains, globalement, tout le reste doit marcher. C'est à la fois la cause et l'effet, le dépérissement des sols est la cause et l'effet de l'effondrement de la biodiversité, et leur revalorisation sera la cause et l'effet d'une trajectoire inverse, en tout cas on peut l'espérer. Et c'est pour ça aussi que c'est un objet politique, c'est pas seulement un objet qui appartient à ceux qui travaillent, hélas. Roosevelt disait déjà au moment du Dust Bowl américain, cette grande tempête de poussière due au surlabour dans les années 30, qu'on voit dans les livres de Steinbeck par exemple, que une nation qui détruit son sol se détruit elle-même. Et effectivement, les nations peuvent survivre à beaucoup de choses, mais quand on n'a plus de sol, faut attendre 1000 ans au minimum pour qu'il se reforme. Enfin, c'est vraiment des processus extrêmement longs et qui gardent la mémoire, les traces de l'action humaine pendant très très longtemps. On retrouve encore aujourd'hui dans les sols cultivés par les Gaulois, par exemple, dans les sols qui ont été cultivés par les Gaulois, les traces de l'agriculture de l'époque, dans la composition même du sol. C'est vraiment extrêmement... quand on s'y plonge, on se dit, mais d'abord, c'est incroyable que c'était si peu discuté. Je fais souvent la comparaison avec l'espace, c'est pour ça que Thomas Pesquet fait coucou dans mon roman, parce que tout le monde est fasciné par les astronomes. On a encore beaucoup glosé sur le fait qu'il y a 6 filles qui sont parties dans l'espace. Et ça correspond, je pense, à une certaine passion de l'intelligence, des régularités cosmiques, qui nous vient de la philosophie grecque, alors que le sol lui-même intéresse très peu. Enfin, en tout cas, c'est pas un objet de débat public, ni d'imaginaire, en fait, collectif. Alors même qu'il est infiniment complexe et qu'on en connaît très peu. On en connaît selon Marc André Solos, on connaît 1% des créatures vivant dans le sol. Donc on est vraiment au tout début de notre exploration. C'est un peu l'équivalent de l'espace, sauf qu'il est sous nos pieds. Et qu'il a donc cette fonction métaphysique, au-delà même de sa fonction agronomique fondamentale, qui est de transformer la mort en vie, et en faisant cela, de permettre au temps d'advenir sur Terre. Puisque qu'est-ce qu'il fait? Il décompose les corps organisés qui viennent le joncher, végétaux essentiellement, et aussi animaux, bien sûr, les cadavres, nos cadavres. Il décompose ces corps qui sont les molécules, disons, les molécules un peu géantes qui ont été intriquées par la vie. Il les décompose en petits éléments à partir desquels la vie peut recommencer. Et donc, c'est une sorte
c'est le sol, c'est ce qui détruit constamment le grand Lego des corps organisés et qui permet à de nouvelles générations d'advenir. Je crois que le premier philosophe qui parle d'humus, c'est Élisée Reclus. En tout cas, je n'en ai pas trouvé avant, ce qui en soi d'ailleurs est assez révélateur. Et il dit exactement ça. Il dit c'est ce qui permet aux générations de passer les unes après les autres. Et quelque part, c'est ce qui permet aussi l'oubli. C'est-à-dire que l'humus permet de tout remettre à zéro, puisqu'à chaque fois, les corps, les formes qu'ils ont prises, les formes des espèces se décomposent et se recomposent. Et ce principe de décomposition-recomposition en fait, quand on le travaille, peut devenir un principe un peu universel, y compris pour traiter les questions économiques, les questions sociales, les questions démocratiques. Toujours pouvoir défaire ce qu'on fait, en fait. Parce que c'est ça que fait le sol, il défait constamment. Et s'il ne défaisait pas, s'il n'était pas là, en fait, il n'y aurait pas de progrès, il n'y aurait pas d'évolution, puisque eh bien, l'ancien s'entasserait. Les cadavres, pour être concret, les cadavres s'entasseraient et boucheraient l'horizon au bout de quelques générations, puisqu'ils ne seraient pas décomposés. Et j'en parlais récemment avec une glaciologue, justement, puisque vous travaillez sur les glaciers, qui me disait ce fait très peu connu que dans l'Antarctique, comme il n'y a pas de sol, et ben quand la glace se dégèle pour les 2 mois d'été, on marche sur des corps de pingouins, littéralement des mètres de corps de pingouins empilés, qui ne sont pas... Heidi Sauvestre, peut-être. Comment? C'est Heidi Sauvestre, peut-être. Non, c'est après la même... Oui, c'est son prénom, mais c'était pas... Daphné. Et donc, ces corps n'étaient pas décomposés. Donc, il y a des mètres de couches de sol de pingouins dont on voit encore la tête, les ailes, la queue, etc. Parce que précisément, il n'y a pas tous ces organismes, toute cette vie folle de bactéries, de champignons. Vous savez qu'il y a plus de créatures dans une cuillère à soupe de sol que d'êtres humains sur la planète. Qui viennent constamment manger, en fait, décomposer les cadavres. Et donc, c'est ça qui donne la possibilité du temps et de l'évolution. Donc, la science du sol, elle est récente, elle date de la fin du 19e siècle, et c'est à peu près là que tout commence, puisque c'est là qu'écrit Élisée Reclus, c'est là que Darwin a écrit son dernier livre et son grand livre sur les vers de terre en comprenant leur fonction de laboureur du sol. C'est là que le terme de pédologie, de science du sol est inventé. C'est pour ça qu'on est dans les années 1860-1880. C'est extrêmement récent, en fait. Et je pense que dans cet oubli du sol, en fait, sur toute notre histoire de nos 2500 ans de civilisation écrite, vient de la peur, quelque part, qui nous inspire, parce que c'est tout de suite, d'ailleurs, quand Sartre décrit l'angoisse existentielle d'un monde sans Dieu, il prend l'exemple, il prend en tout cas le motif d'une racine de marronnier, qui provoque l'angoisse de son héros dans la nausée, parce que le sol, évidemment, ça nous rend inconfortable, parce que c'est le temps qui passe et qu'oublie tout, et qui réduit tout en ruine. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'une ville? C'est une tentative d'oublier le sol, en fait. C'est une tentative de l'invisibiliser, à travers le bitume, les pavés, les façades, le nettoyage permanent, en fait, d'un sol qui constamment repousse, constamment disjoint nos constructions. On essaye de l'éradiquer pour construire de l'immarcessible ou de l'éternel. Alors le sol nous rappelle constamment que rien n'est éternel, ni nos monuments, ni nos corps, ni nos idées. Donc c'est un peu traumatique. Enfin, faut pas... Et je pense que c'est pour ça c'est pour ça qu'on a du mal à vraiment l'apprécier et que du coup, et pour terminer, et que du coup, comme on le connaît mal et qu'on le considère peu, on le détruit. Vous savez probablement que 60% des sols européens sont dégradés. Je viens des choses plus concrètes. Selon la Commission européenne, c'est essentiellement dû aux intrants chimiques, pas seulement, aussi médicamenteux, il y a aussi les PFAS. Enfin, c'est quand même beaucoup l'agriculture. Et c'est un sujet de préoccupation absolument vertigineux, parce qu'encore une fois, on sait que les rendements baissent aujourd'hui, y compris en agriculture conventionnelle, parce que quand un sol est mort, quand il passe sous un certain seuil critique, il n'est plus récupérable, et c'est les nuages de poussière que vous voyez au cul des tracteurs l'été, les grandes flaques d'eau dans les champs, tout ça, c'est pas normal du tout. Et c'est sûr que ça met en danger notre avenir. Donc voilà, donc vous voyez, je suis rentré à travers ce roman davantage dans cette question vraiment fascinante et peu en fait exploitée, en tout cas philosophiquement. Et dans Agrophilosophie, j'essaye justement de retrouver, compris chez les philosophes classiques, quel était leur rapport au sol et à ce qui pousse, et comment ça reflète
leur philosophie politique. Mais peut-être je vous laisse. Voilà, Non, mais j'avais bien ce sentiment du lien profond entre les deux livres. Alors, le premier, en effet, est une fiction, et notamment votre héros principal, Arthur, arrive à la conclusion du livre en allant assez loin dans l'esprit rebelle. Il casse l'économie de marché, il casse l'état de droit. Dans le livre Agrophilosophie, où là, c'est plus personnel ouais. comme approche, j'ai l'impression que ce sont des positions non seulement plus modérées, mais toujours d'essayer de voir plusieurs approches possibles. Et moi, en tout cas, j'ai lu votre livre comme un livre d'une très grande liberté pour le lecteur, puisqu'à chaque moment, on a des bifurcations, on a des réflexions, des pistes qui s'ouvrent, qu'on peut prendre ou pas. Donc, évidemment, je conseille à toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu de s'aventurer. C'est une vraie aventure. Et donc, ce qui est vraiment très, très important entre les deux, c'est la place que vous donnez au lecteur dans celui-là. Et je voulais tirer un fil en particulier parce que c'est un livre extrêmement fertile, foisonnant. On aura à peine le temps, je pense, d'en parler de 5 à 10 de la densité de ce livre. Et j'allais vous proposer de suivre le fil de la propriété avec le concept avec lequel vous commencez. Et vous commencez avec la pensée de Saint-Augustin. Alors, non seulement vous commencez avec la pensée de Saint-Augustin, mais vous mettez un sous-titre qui est Saint-Augustin, jouir de la nature. Alors, c'est vrai que quand on connaît la pensée de Saint-Augustin, jouir de la nature, on est presque dans un oxymore, ça paraît euh, presque un peu provoquant. Et vous avez une réflexion qui est assez dure vis-à-vis de Saint-Augustin puisque, pour vous citer, vous lui dites qu'il ouvre la voie à la civilisation fondée sur l'appropriation et la frustration, parce que Saint-Augustin, c'est aussi le théoricien du bien commun hein, pour nous. Donc, vous avez cette vision, si j'ai bien compris, où finalement, c'est Dieu, une vision très théocratique, où c'est Dieu qui donne la terre aux hommes et ensuite les hommes qui se la répartissent de façon très exclusive. Donc, pour vous, c'est vraiment la création de la propriété dans son exclusion et c'est très intéressant de quelle manière vous l'articulez avec un concept d'un autre champ qui est en effet celui de la frustration. Donc, j'aimerais bien que vous développiez cette approche que vous avez de Saint-Augustin et notamment au travers de ses poires, puisque vous partez toujours de quelque chose de très concret. Et là, vous partez d'un souvenir de Saint-Augustin qui est presque un traumatisme. C'est son vol des poires quand il était jeune. Donc, à partir de cette histoire, vous refondez toute la pensée de Saint-Augustin. Oui, alors merci. Alors, effectivement, sur la forme, je suis content que vous disiez cela, qu'il y a beaucoup de chemin et que le lecteur est très libre de prendre celui qu'il souhaite. C'est vraiment la manière dont je conçois mes livres. Alors, sur le roman, évidemment, il y a C'est plus plein de pistes difficile. dessinées par tous les personnages et chacun se retrouve là où il veut parce qu'il n'y a pas un personnage qui est particulièrement mis en valeur. Enfin, d'ailleurs, les lecteurs me demandaient toujours, mais toi, t'es pour qui? T'es qui? Et, si tu me poses la question, c'est que c'est un bon livre. Enfin, en tout cas, c'est que c'est un vrai livre, donc il ne donne pas une solution. Et sur le plan de l'essai, en fait, je pense qu'on peut faire pareil. Et Agrophilosophie finit par une dizaine de thèses. Mais en fait, bon, c'est pas l'essentiel. Chacun peut. Je donne plein de chemins possibles à travers des philosophes, à travers des expériences personnelles, à travers des réflexions agronomiques. J'en tire des conclusions, mais on peut en tirer d'autres. Et souvent, un essai commence par les conclusions, dire, ah, je voudrais montrer ça, 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 et puis ensuite, c'est une série de réfutations et d'argumentations logiques. Mais j'ai assez de techniques philosophiques pour savoir qu'en fait, on peut faire ça de manière extrêmement en fait, artificielle. C'est très facile de créer des raisonnements. Bien C'est plus sûr. intéressant, justement, d'ouvrir des chemins, de faire un peu appel à la sensibilité, et puis ensuite, on a le droit de se contredire, et puis le lecteur a le droit de ne pas être d'accord. C'était toute la manière dont fonctionnait Montaigne aussi, à la fois dans l'écriture et dans sa vie, et dans la manière dont il voyageait. Donc voilà. Et effectivement, alors sur Saint-Augustin, donc je parle des poires comme je parle pour chaque philosophe, en fait, j'essaye de retrouver un élément botanique qui le rattache au réel, si je puis dire. Et puis ensuite, je tire les fils. Sur Saint-Augustin, je repars du vol des poires qui est assez célèbre dans les Confessions, puisque Saint-Augustin se fustige vraiment à l'âge adulte d'avoir pu voler ses poires. Donc les
l'histoire, c'est qu'il est adolescent à Carthage. À l'époque, il est complètement mécréant, obsédé sexuel. Enfin, c'est vraiment un ado un peu frustré qui traîne avec une bande de jeunes et ils font un peu les 400 coups. Et notamment, ils vont voler les poires dans le jardin à côté de celui de ses parents, je crois. Et le pire, dit saint Augustin, c'est qu'on les vole sans vraiment en avoir besoin. On les baffre, on les jette par terre. Et donc, c'est vraiment... il se repent beaucoup de ce vol et surtout du plaisir qu'il y a pris. Il demande pardon à Dieu et il fait repentance de ce vol qui, évidemment, n'est pas sans rappeler le péché originel que, je vous rappelle, saint Augustin a théorisé. Et saint Augustin, c'est quand même aussi philosophe de la cité de Dieu, c'est-à-dire c'est contre la cité terrestre. C'est là on revient à cette dissociation, cette inversion des valeurs entre le ciel et la terre. Saint Augustin, ce qui est bon, c'est céleste, et les passions terrestres, c'est ce qui est condamnable. Et de manière générale, le désir sexuel est quelque chose qu'il a en horreur, puisque toute sa stratégie pour trouver Dieu, c'est l'ascèse en lui-même, le dépouillement, l'absence de désir. Il y a des scènes, des histoires d'ailleurs particulièrement intimes dans les confessions, pour essayer de trouver dans cette abstinence un peu la révélation. Et donc, on comprend bien que le plaisir sensuel qu'il prend à manger des poires est quelque chose qui, rétrospectivement, le répugne. Et ce que j'essaye de dire en analysant ce passage, c'est que si les poires sont goûteuses, c'est une stratégie, en fait, mise au point par l'évolution naturelle pour disséminer leurs graines, ce qu'on appelle l'endozo... je suis perdu, j'ai pas la fin, un mot très compliqué. Comment? Cori, exactement. Il y a plusieurs stratégies pour une plante disséminer ses graines. Ça peut être par le vent, ça peut être par les oiseaux. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt par les mammifères qui vont manger ces fruits-là et ensuite excréter les graines. Donc, en fait, ce plaisir que prend saint Augustin, c'est un plaisir sain. C'est un plaisir qui permet justement la dissémination de l'espèce et en l'occurrence la coopération entre deux espèces, les poiriers d'un côté et les humains de l'autre, pour faire progresser la vie. Et cette négation en fait de saint Augustin me semble un peu contraire à l'idée écologique. Et quelque part, lui, il invente la notion de culpabilité. Culpabilité chrétienne, et moi je trouve que justement ce que montre ce passage, c'est que l'écologie ne peut et ne doit pas être coupable. On doit pouvoir jouir de la nature, pour reprendre le sous-titre, sans s'en repentir. Et c'est pour ça que toutes ces idées même de sobriété qui sont très à la mode, je comprends d'où ça vient par rapport au carbone, par rapport à tout ça, mais je m'en méfie énormément. En fait, ce qu'il faut plutôt montrer, c'est que la jouissance qu'on peut avoir de la nature peut être extrêmement intense, et bien plus intense que le plaisir très fugace de la consommation. Et je pense que c'est sur le plan politique, c'est comme ça qu'on peut gagner les gens à cette cause. Je pense que c'est légitime sur le fond. C'est pas en leur disant qu'il faut être sobre et faire attention à tout et trouver une sorte d'équilibre. C'est en disant qu'au contraire, il faut jouir de manière très intense, et il faut montrer à quel point la pratique écologique procure du plaisir et n'est pas source ni de culpabilité, ni de frustration. Voilà, quand on vit en comptant ses émissions carbone et en se restreignant, je pense qu'on vit mal et qu'on donne envie à personne. Et ce que disait Arnaès, le fondateur de l'écologie profonde, un écologiste triste est une contradiction dans les termes. Donc voilà, c'est un peu ça la leçon que je tire de saint Augustin. Alors effectivement, ensuite sur la propriété, saint Augustin... Alors, juste pour vous opposer quand même saint Augustin, notamment à Giono, qui d'ailleurs n'est pas un philosophe, avec une poétique de la Renaissance. Donc c'est bien ce type d'écologie que vous voulez valoriser, développer. Vous revenez aussi beaucoup à Foucault sur ces questions-là, sur le plaisir. Donc c'est une position politique très différente dans son positionnement par rapport à l'écologie, en tout cas telle qu'on l'a aujourd'hui. Oui, alors Giono, alors d'abord, qui est philosophe, qui ne l'est pas, ça, il y a malin qui pourra le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de philosophie dans le roman, etc. Mais oui, Giono écrit dans son livre sur Virgile, qui est en fait un livre sur Giono, comme d'habitude, mais donc il écrit l'épisode du vol des coins, comment il... Et donc, il me semble que
Giono, qui a une culture gigantesque, ne peut pas ne pas faire référence au vol des poires. Et le vol des coins, c'est le moment où il y a toute une bande justement d'ados, enfin c'est un peu le même système, qui va découvrir un peu la vie en allant voler ses coins, en s'enfuyant du lycée pour les voler. Alors c'est-à-dire c'est très bizarre parce qu'il les mange crus et c'est dégueulasse un coin cru. Enfin tout le monde sait ça. Le coin, si on ne le transforme pas en confiture, c'est très mauvais. Mais bon, Giono a un rapport avec la réalité qui est toujours très distinct. Et donc, ils se rendent vraiment malades à force de manger des coins, et c'est ça qu'ils adorent. Et en fait, ce vol des coins devient pour Giono tout ce que les adultes ne sauront plus faire. Les adultes qui deviennent ensuite deviendront incapables justement de ce type d'excès. Ils deviendront des adultes raisonnables et donc des adultes tristes. Voilà, c'est un peu le sens de cette scène chez Giono qui paraît cohérente par rapport à l'interprétation d'Augustin. Et voilà. Et si on veut dire deux mots de la propriété, d'abord, effectivement, Montré par John Locke, oui, et le rôle du travail, de l'appropriation par le travail surtout. Voilà. Donc, ouais, effectivement, on va directement sauter à Locke puisque le tout premier chapitre du livre s'organise sur les pommes ou les poires de Saint-Augustin, les pommes de Locke et les pommes de Thoreau. S'agissant donc de pourrait Locke, presque faire l'objet d'une session à elle toute oui, seule sur la oui, non, désobéissance mais je suis désolé, je ne veux pas etc. non plus Oui. monologuer ni résumer le livre, mais enfin en deux mots, quand John Locke conçoit dans le second traité du gouvernement civil la conception un peu moderne, absolutiste de la propriété, quand il détache d'ailleurs la propriété de toute notion théologique, c'est-à-dire que vraiment je m'appartiens à moi-même et les biens qui m'appartiennent, je peux les détruire. Donc on sort un peu du paradigme judéo-chrétien selon lequel on ne fait qu'on n'est que l'usufruitier de sa terre qui appartient à Dieu, etc. Donc quand Locke fait ça, il prend l'exemple justement de la cueillette des pommes. Il m'intéresse particulièrement puisque j'ai un petit verger dont j'hérite et que j'essaye de renouveler, mais donc je passe pas mal de temps à cueillir des pommes qui demandent effectivement beaucoup d'efforts. C'est moins facile qu'on pourrait le penser. Et donc, Locke dit à quel moment je deviens propriétaire, se demande à quel moment je deviens propriétaire de la pomme. Est-ce que c'est en la regardant, parce que je suis le premier à l'avoir vue? Est-ce que c'est en la saisissant, parce que je l'ai attrapée avant les autres? Est-ce que c'est en la cueillant, en la mangeant? Bon. Et suivant la réponse que vous donnez à cette question, vous avez en fait des philosophies politiques assez différentes. Et Locke, sa réponse libérale, c'est de dire c'est en la cueillant parce que c'est là que j'ai fourni un effort. Et cet effort, en fait, me permet de m'approprier mon environnement extérieur. Et dans cette appropriation, eh bien, je crée des droits, en fait. Je crée des droits sur lui. Et c'est vraiment cette notion-là qui nous donnera, y compris la Déclaration des droits de l'homme en France, où le droit de propriété est vu comme un droit, comme une conquête, notamment sur, évidemment, le féodalisme. Et qui est lié au travail. Ce que verra bien Marx, tout ça, enfin, ensuite ça devient assez banal au XIXe siècle, la propriété, le travail, la valeur travail, on en est encore là aujourd'hui quand on parle en politique de valeur travail, de la valeur de l'effort, c'est ça, c'est l'effort légitime, permet la création de valeur et légitime la propriété, voilà. Alors, sur ce point-là, je me permets juste de faire de lire un extrait de votre livre parce que, enfin, moi j'ai une vision très traditionnelle de John Locke, hein, quand même le philosophe anglo-saxon du libéralisme, et vous en arrivez donc à la suite de cette argumentation avec John Locke en disant que, en partant des pommes, hein, justement, la propriété acquise sans travail est illégitime. Donc, ça remet bien évidemment en question l'héritage, si je comprends bien. Et ensuite, vous dites, d'autre part, l'accumulation doit s'arrêter là où le gâchis commence. Dans quelle mesure peut-on alors rester propriétaire d'une résidence vacante, d'un terrain inexploité ou d'une fortune qui dort? Alors, je trouve cette approche de John Locke assez révolutionnaire, pour tout dire. C'est vrai qu'il pourrait venir au comité de pilotage de l'UBC sans difficulté. Ah, non, c'est-à-dire qu'on lit vraiment le texte de Locke, effectivement, il y a derrière ce qu'on appelle le proviso de Locke, sont les nuances que Locke apporte à cette absoluité du droit de propriété. Et donc, c'est ces deux nuances-là, c'est est-ce qu'il en reste assez pour les autres et est-ce que je les gâche? Locke est en fait un philosophe assez, de ce point de vue-là, assez, je veux dire, équilibré, classique et austère. Hein. C'est vraiment pas, c'est pas Adam Smith, quoi. C'est pas du tout ça. Mais il n'en reste pas moins que ce qu'on a retenu de lui, c'est quand même cette idée de l'appropriation par l'effort. Et que c'est là que je pense que quand
on injecte cette idée du pommier dans le texte de Locke ce qu'on sait maintenant d'un écosystème, ça change beaucoup de choses. Et de manière générale, nos contrats sociaux sont conçus pour des sociétés d'individus abstraites où des êtres humains échangent entre eux, alors avec plus ou moins de redistribution, plus ou moins de liberté, plus ou moins d'état de délibération, etc., suivant les philosophies politiques, mais c'est toujours la base, c'est toujours des êtres humains entre eux. Or, ça n'existe pas. Les êtres humains, avant d'être entre eux, sont d'abord dans un milieu. Et quand on fait apparaître le milieu, et donc l'écosystème dans lequel nous baignons automatiquement, nécessairement, ben, ça change beaucoup de choses sur le fond, sur la théorie. Et donc, en l'occurrence, si je reprends l'exemple des pommes, quand on sait aujourd'hui que pour qu'une pomme soit apparue sur ce pommier, il a fallu non seulement que l'homme l'accueille, mais aussi que des lombrics travaillent la terre, que des abeilles pollinisent, que peut-être des castors fassent des barrages pour amener l'eau. Enfin bref, il a fallu tout un monde en fait de vivants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va diviser le droit de propriété entre tout le monde, donner éventuellement des droits à la nature, ou est-ce qu'on va limiter le droit de propriété en disant mais en fait il ne peut pas être absolu dans la mesure où il est enfin le produit de ce travail est déjà une œuvre collective. Et donc ça plaide, je veux dire, le fait de prendre en compte l'écosystème dans la pensée politique plaide pour restreindre le droit de propriété humain. Alors, bon, moi j'ai fait des hypothèses, comment le restreindre, mais ça, on peut en reparler. Mais en tout cas, c'est vraiment aujourd'hui un débat extrêmement vif parce que j'ai pas mal. D'ailleurs, j'ai publié, enfin, co-signé, pardon, une tribune dans Charlie Hebdo il y a quelques semaines sur un sujet sur lequel j'essaye de me battre, notamment avec une députée écolo qui s'appelle Lisa Bellucco, mais sur lequel on a très peu de résonance, qui est le droit d'accès à la nature. Puisqu'aujourd'hui, notamment depuis la loi dite engrillagement d'il y a 2 ans, les propriétaires de terrains forestiers et ruraux ont acquis, peuvent donner des amendes, donc vraiment pénaliser la traversée de leur propriété. Donc le droit avec l'accès à la nature est de plus en plus restreint légalement, alors même que chez nos voisins. C'est le right to the home, qui est développé déjà dans les pays du Nord, par exemple. Oui, voilà, exactement. Il y a le right to roam en Angleterre, il y a le Menschenrecht. C'est-à-dire une liberté d'accès, même à travers les propriétés privées. Alors, avec certaines limites, etc. Mais enfin, c'est ça le principe, effectivement, et y compris en Allemagne, d'ailleurs. Quand je traversais l'Allemagne à cheval, j'avais découvert ça, parce que la propriété oblige dans la constitution allemande, les propriétaires ont l'obligation d'ouvrir et d'entretenir les chemins alors pas dans leur coin de jardin, mais enfin sur les domaines forestiers et ruraux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quand d'ailleurs les députés écolos ont proposé de revenir sur cette réforme en commission des lois, on leur a dit mais vous n'y pensez pas, le droit de propriété, la Révolution française. Et donc c'est quelque chose qui est très ancré. La Révolution française a vraiment absolutisé le droit de propriété, c'est l'héritage de Locke. C'était une forme d'émancipation, il ne faut évidemment pas le nier. Et donc revenir là-dessus, c'est vraiment traumatisant en fait. Il faut prendre assez au sérieux. Et on voit comment c'est des petits débats entre guillemets, parce que c'est important l'accès à la nature, mettent en jeu plein d'imaginaires politiques et sociaux. Et aujourd'hui, pour les retourner, pour les faire avancer, en tout cas pour leur faire épouser les connaissances naturalistes qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un travail colossal, mais c'est intéressant et c'est passionnant pour les jeunes philosophes qui doivent s'ouvrir un champ de réflexion complètement nouveau en fait. Oui. Peut-être répondre aux questions parce que j'ai l'impression de monopoliser la parole tout seul. Alors, non, parce qu'on va donner la parole évidemment aux participants, donc j'invite à poser leurs questions sur le chat. Jean-Pascal essayera de les regrouper. Juste, mais malheureusement très rapidement, parce que c'est fondamental, mais il nous reste peu de temps si on veut laisser des questions aux participants. Il y a deux voies qui m'ont paru extrêmement intéressantes par rapport aux théories des communs et des biens communs. La première, c'est ce que vous avez appelé la troisième voie, justement, entre le contrat de Rousseau, où on essaye en effet de redistribuer de façon assez égalitaire, et puis encore une fois, John Locke, qui assume totalement le fait qu'il y ait des inégalités, etc. Et avec Penn, vous ouvrez une troisième voie
qui est notamment le droit à la subsistance. Donc, si vous pouvez, mais malheureusement assez brièvement, nous en dire quelques mots. Et la deuxième piste, c'est que malgré tout ce que vous venez de nous dire, vous êtes contre le fait de donner des droits aux vivants. Donc voilà, si très rapidement sur Oui, ce point, et puis on va donner la parole au public. oui, alors Paine, Thomas Paine, c'est un auteur que j'aime beaucoup et j'aimerais un jour faire sa biographie, mais ça désespère mon éditrice, donc à chaque fois ce projet est repoussé. Parce qu'il a à la fois fait la révolution américaine en tant que, enfin, comme pamphlétaire à Mid-Washington et il a été élu à la constituante en Bien France. sûr. Il a débattu avec Robespierre, c'est quand même un parcours complètement unique. Et dans un texte qui s'appelle justement La justice agraire, donc on est en plein dans ces Oui, sujets-là, c'est un peu le premier, enfin c'est le premier qui plaide pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le revenu universel, enfin l'idée qu'on c'est ça. le revenu minimum, donc le fait de pouvoir assurer sa subsistance, c'est un droit, pas une charité, un droit qui complétera la Déclaration des droits de l'homme, dit Paine. Et effectivement, Paine à la fois emprunte à Rousseau une idée d'égalité originelle qui a été qui est complètement fracassée par l'essor de la civilisation industrielle. Et en même temps, il retient de Locke que la création de valeur est légitime et peut être récompensée. Et donc le revenu universel est pour lui une manière de marier les deux. Et c'est un thème sur lequel, dans mon think tank que vous avez évoqué, on avait beaucoup travaillé. On avait fait des propositions extrêmement concrètes. On avait milité quoi, pour cette mesure qui est aujourd'hui complètement disparue du débat public, mais dans lequel je suis sûr qu'elle reviendra un jour. L'histoire des idées, c'est long, il faut être patient. Et sur la deuxième question, les droits aux vivants, oui. Alors, bon, je veux dire, dans l'état actuel de destruction de tout, si on donne des droits aux vivants et que ça permet de faire un peu moins de bêtises, je serais pour, je suis pragmatique. Mais d'un point de vue philosophique théorique, je suis assez hostile à cette idée. D'ailleurs, de Philippe Descola, est très très réservé, voire aussi assez négatif par de la nature et culture sur l'idée de droit du vivant, parce que en fait, pour deux raisons. Premièrement, une fois qu'on a dit que finalement l'essor des droits individuels c'est fait contre la nature, c'est l'histoire du pommier de Locke, c'est un peu paradoxal de donner ces mêmes droits à la nature. Peut-être qu'il vaut mieux restreindre les droits des humains plutôt que de créer des conflits de droits qui amèneront à des jurisprudences probablement incroyablement complexes. Et deuxièmement, le droit du vivant, et c'est ma principale objection, tend à considérer le vivant, enfin, à être dans une logique un peu conservationniste ou fixiste. C'est-à-dire, on va dire, pour donner un droit à quelque chose, il faut que quelque chose ait une identité fixe. Si on donne un droit à un fleuve, c'est quel fleuve en fait? C'est le fleuve tel qu'il est maintenant? C'est le fleuve tel qu'il était avant d'être rendu rectiligne? C'est le fleuve tel qu'on va le remandrer? Je pense qu'il va y avoir quelques réponses, questions Oui, sur non mais ce voilà. Et donc, sujet. le fait de devoir, par exemple, de restreindre le droit de propriété, d'y adjoindre des devoirs de propriété, notamment un devoir vis-à-vis de l'écosystème, me semble plus judicieux, en fait, parce qu'on reste justement dans un cadre juridique humain, puisque c'est nous qui avons posé ce cadre juridique, plutôt que d'essentialiser la nature, ce que fait un peu le droit du vivant, une nature qui est toujours en mouvement et qui doit pouvoir le rester, et qui doit pouvoir s'adapter, et sur laquelle nous devons pouvoir avoir une interaction qui dépasse. Et voilà, et la dernière chose, c'est que c'est un peu binaire, le droit du vivant a introduit une forme de binarité quand même entre l'homme et le vivant auquel il accorderait des droits. Alors que tout le but du jeu, c'est aujourd'hui de transcender un peu ce clivage, d'aller, pour reprendre encore les termes de Descola, par de la nature et culture. Encore une fois, sur le plan pratique, si ça a des effets bénéfiques aujourd'hui, très bien. Mais sur le plan philosophique, je m'en méfie un peu et je me méfie de toute essentialisation de la nature. La constitution, je sais plus, je crois colombienne va quand même assez loin en donnant des droits à la nature, à la mère nature. Ça me plaît pas du Et tout. la Nouvelle-Zélande, C'est pas, moi, je suis un évolutionniste. Enfin, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est Darwin. C'est pas forcément, c'est pas Gaïa. Là, je pense que vous allez avoir dans les participants, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et je pense qu'il y a pas mal de retours, Jean-Pascal. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Oui, Jean-Pascal. ça y est. Non, mais je viens de me rendre compte que j'avais mon micro. Oui, je disais que pour l'instant, les questions, il y en avait très peu, donc ce qui me permet de Alors, n'hésitez pas à en mettre Voilà. sur le chat, Donc, je regrouper. vais poser la première question. Enfin, la première question, il y en a quatre en réalité. Quatre en une, donc ça va.
ça va alimenter. Donc, elles sont un peu rapides, hein, j'imagine, pour certaines en tout cas. Donc la question qui est posée, c'est comment vous écrire un email. Voilà. Quelqu'un souhaiterait vous écrire un email, il souhaiterait que vous nous donniez votre adresse email. Je sais pas Bon, si. très bien. Oui. Voilà. Alors, oui, oui. Ben, je vais répondre directement, non, ça sera plus simple. Allez-y. J'ai une adresse qui est contact@gasparkoenig.com. Et j'ai simplement un filtre entre moi et cette adresse, c'est que j'ai un ami qui enlève tous les messages insultants. Tous les autres, il me les transmet et je réponds. Donc, voilà. Et puis, j'ajouterais qu'il y a une newsletter à laquelle vous pouvez tous vous inscrire. Oui. Et c'est très intéressant parce qu'elle est justement extraordinairement interactive avec des échanges avec vous. En fait, comme moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, Oui. je poste une fois par semaine sur LinkedIn ma chronique hebdomadaire, mais c'est vraiment très, très minimal. Du coup, la newsletter me permet d'avoir un courrier des lecteurs et une interaction avec mon lectorat. Alors, j'en envoie une tous les 2 mois, c'est pas énorme, mais je réponds à tout le monde. Et donc, c'est du coup une vraie. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus personnel et on n'est pas dans la marée de commentaires likés ou pas likés. Donc voilà, effectivement, mais donc je suis assez discipliné. Ça peut prendre un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Voilà. Alors, je continue avec les 4 questions de Yann, hein. Donc, la deuxième question, c'était la libre évolution pour vous, ça résonne comment? Euh, Là, voilà. Ah, je vous ai dit les 3 parce la que libre évolution. oui, la libre évolution. Pour Ok. vous, ça résonne comment? Alors, je ne sais pas si vous. Voilà. Alors après, il y a une adresse mail https www.humusation.org Ah, avec musation. Ok. Ok. un point de vue sur le sujet, point Oui. d'interrogation. Et Oui. dernière question, avez-vous signé la tribune qui fait émerger le mouvement des pélicans? Voilà. Alors, je ne suis pas au courant de la tribune des Pélicans, on va les prendre dans l'ordre descendant. Ensuite, sur l'humusation, j'ai un vrai point de vue, puisque c'est un peu, enfin, en tout cas, je ne vais pas révéler la fin, mais enfin, il y en a une, si je puis dire, dans Humus. Et l'humusation, c'est quelque chose qui est complètement cohérent avec tout ce que je viens de dire sur l'humus. C'est l'idée de pouvoir, à la mort, disposer de son corps directement en le transformant en terreau, en le compostant, si vous voulez, en recouvrant de matière organique et en faisant de l'humus. C'est une technique, à la fois vieille comme le monde, mais illégale en France, puisqu'il n'y a que 2 voies pour, après le décès, c'est l'inhumation ou la crémation. Et il y a des associations, comme l'association Humo Sapiens, je crois que c'était ça le lien, qui plaident, et ils obtiendront gain de cause un jour ou l'autre pour qu'on puisse enterrer les gens comme ça à même le sol. Alors, encore une fois, ils sont recouverts de matière organique, tout ça est organisé. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup dans des caissons hors sol. Oui. Alors, il y a 2 écoles là-dessus, mais enfin, quand même, l'idée, c'est que, voilà, moi, je trouve que quand on n'est pas croyant, le plus confortant, c'est d'être immédiatement rendu à la vie. C'est cohérent avec ce que je viens de dire sur l'humus, je pense. Et donc, plutôt que d'être traité comme un déchet, c'est-à-dire incinéré, alors qu'un déchet, ça se recycle, ou bien d'être préservé, mal préservé d'ailleurs, pendant quelques dizaines d'années supplémentaires. C'est la bière, enfin voilà, c'est le cercueil de l'inhumation classique. Donc l'humusation, c'est une voie d'avenir, si je puis dire. Et il ne faut pas hésiter à militer pour, puisqu'il y a plusieurs associations qui se sont créées. Et enfin, sur la libre évolution, je crois que c'est une expression d'Élisée Reclus, si je me souviens bien. Et je ne sais pas trop comment ça résonne en moi, mais ça veut surtout dire que pour qu'il y ait une évolution naturelle, c'est-à-dire pour qu'il y ait du progrès, il faut qu'il y ait une grande diversité d'expérimentation. C'est pour ça, en fait, qu'on veut de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on veut de la biodiversité, finalement? C'est parce que on veut la quantité de vivants est importante pour permettre à l'évolution de faire les sélections et les adaptations qui lui permettent d'avancer, en fait. Et je pense qu'il y a une forme de... D'ailleurs, Élisée Reclus, il assume complètement le mot de progrès. Progrès, c'est les solutions que trouve l'évolution naturelle aux problèmes qui lui sont posés. Dans quelques millions d'années, l'évolution naturelle trouvera des solutions sur les polluants éternels et trouvera des moyens de les décomposer, trouvera les bactéries qui iront attaquer les résidus de pesticides. Mais le problème, c'est que ça prend énormément de temps et qu'on est en train on est dans
la 6e extinction de masse du vivant, comme vous le savez, et donc on est au contraire en train de limiter les possibilités de l'évolution naturelle. C'est vraiment ça le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour... et je pense que là, pour le coup, comme Élisée Reclus d'ailleurs, je pense que l'homme peut avoir une action bénéfique sur son milieu pour améliorer la biodiversité, donc pour améliorer la nature selon les critères de la nature elle-même. Il ne s'agit pas d'un côté de réensauvager en disant on ne fait rien, et de l'autre de parquer les humains dans des villes bas carbone comme si c'était une espèce nocive. Non, c'est au contraire, il faut profiter de l'intelligence des écosystèmes et des sciences en fait, fondamentales qu'on a développées et qui sont tout à fait admirables pour avoir une action positive, encore une fois, pas en fonction de nos critères, mais en fonction des critères de la nature. Et ça, on sait le faire. D'ailleurs, on le fait dans certains milieux. Quand on réintroduit le loup dans le parc du Yellowstone, pour prendre un exemple célèbre, et ben, on provoque toute cette cascade de causes et de conséquences, de chaînes trophiques qui finit par régénérer les rivières parce que les castors sont revenus, parce que les bois sont revenus, parce qu'il y a moins de cervidés, parce que voilà, tout s'est remis un peu en marche. Donc, on peut avoir une action comme ça intelligente dans la nature. Juste, Gaspard, une question qui va dans ce sens-là. Il y a une pollinisation par les animaux qui est extrêmement fondamentale. Des économistes ont même essayé de la calculer à plusieurs milliards de dollars. Et ça amène à une financiarisation de la nature. Nous, on en a beaucoup parlé à l'Université du bien commun comme étant extrêmement dangereuse. Et quelle est votre opinion là-dessus? Je crois que vous y êtes très opposé également. Bon, d'abord sur la pollinisation, c'est un exemple que je prends souvent pour convaincre disons les mécréants sur la question écologique, c'est que l'effondrement des pollinisateurs est un problème qui saute aux yeux. Aux États-Unis, ils transportent les abeilles par camion. En Chine, on commence à polliniser à la main avec des petits bâtonnets. Donc là, on voit bien le problème immense que ça nous pose à nous. Et évidemment, la chose à ne pas faire, c'est ce qu'a fait le MIT, qui a proposé il y a quelques semaines, j'avais fait un papier là-dessus, un nouveau prototype d'abeilles robots, de mini-drones, pollinisateurs. Enfin, vraiment, on marche sur la tête, là. C'est vraiment du pur technosolutionnisme débile. Il faut trouver les habitats qui vont permettre aux pollinisateurs de revenir. C'est en plus beaucoup plus simple à faire, plutôt que d'investir dans des abeilles robots. Enfin, vous imaginez, c'est vraiment... Bon, ça, c'est vraiment l'archétype du technosolutionnisme idiot et qui, en plus, est financé à dizaines de millions parce que tout le monde trouve ça génial, cette start-up de drone abeilles. Bref. Ensuite, sur la financiarisation de la nature, non, moi, je suis assez ouvert sur ces sujets-là, dans la mesure où, bon, on peut dire que l'idéal, c'est une société éco-anarchiste avec des petites communautés qui prennent soin de leur environnement, etc. Très bien, j'en parle dans le livre. Je reprends d'ailleurs Ecotopia de Ernest Callenbach. Okay. Mais pragmatiquement, dans le système dans lequel on est, si on arrive à détourner les forces du marché vers des actions vertueuses, c'est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Et pour ça, il faut leur donner les bonnes incitations en posant les bonnes normes. Alors, ce n'est pas forcément à travers effectivement le calcul du rendement des services écosystémiques, parce que ça, c'est vraiment complètement... c'est juste impossible, quoi, en fait. C'est pas sérieux, tellement la tâche est, pareil, un peu absurde. Mais en revanche, il y a des choses qui, moi, me parlent. Par exemple, vous avez aujourd'hui la possibilité... Enfin, en tout cas, on avance sur la possibilité d'avoir une mesure de la santé des sols, de 1 à 100, quelque chose d'assez standardisé. On plonge une carotte dans un sol et on dit ce sol, il est vivant à 10 sur 100, 15 sur 100, 60 sur 100 en fonction de plein de paramètres, les champignons, l'eau, les vers de terre, les bactéries, etc. Si on standardise cette mesure, si on en fait une espèce de diagnostic obligatoire, comme il y a des diagnostics énergétiques pour les appartements, vous voyez bien que de manière assez naturelle, les investissements vont commencer à se diriger vers la régénération des sols parce qu'elle sera mesurable. Et comme elle sera mesurable, elle sera calculable en fait d'un point de vue économique et ça change tout. Le problème des questions dont on parle, c'est qu'elles sont pas, c'est ce qui fait leur charme évidemment et leur beauté, mais c'est qu'elles ne sont pas calculables, elles ne sont pas dataisables. C'est pour ça qu'elles sont belles évidemment, mais dans l'univers dans lequel nous sommes, si nous voulons des solutions massives à l'échelle et à court terme, le fait de pouvoir poser de la data, alors pas forcément encore une fois en calculant le prix des écosystèmes, mais par exemple en calculant une mesure de santé des sols, permet aussi d'avancer parce que ça permet de rediriger énormément de flux économiques vers des choses qui sont
qui sont vertueuses. Mhm. Ok. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais je vous le dis quand même. Jean-Pascal, une Ok, ou deux je questions continue. parce Oui, que j'ai alors. peur que le Zoom se termine. Je ne sais pas ce qu'en pense Non, Christina. Est-ce qu'on a encore j'ai 3-4 encore une petite minutes question possibles? quand même. Enfin, bon, je Alors, reprends. vas-y, brièvement, Donc, les deux une question, questions. c'est quelles sont les implications de ces considérations philosophiques à l'écologie politique ici et maintenant? Mhm. Bah, alors, moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans les textes fondateurs de l'écologie politique. On parlait d'Élisée Reclus, Bookchin, plus proche de nous. Euh, l'écologie politique, je trouve, à son origine, elle est quand même extrêmement décentralisatrice, assez libertaire au fond, Mhm. souvent anarchiste d'ailleurs, formellement. Et moi, c'est ça qui me plaît, et c'est là que j'arrive à réconcilier un peu nature et liberté, qui est le sous-titre de mon livre. J'ai le sentiment, mais honnêtement, je connais mal, hein, mais j'ai le sentiment que sur les 10 dernières années, les 15 dernières années, l'écologie politique telle qu'elle est représentée par les partis de gouvernement en France, par exemple, est devenue une écologie, enfin, est devenue un mouvement, au contraire, très planificateur. Je vois à la bouche le terme de planification écologique, très étatiste au fond, et de moins en moins libertaire. Et donc, et qui parle d'ailleurs très peu de nature. Et donc, moi, ça ne me séduit pas à titre personnel. Je pense que c'est pas très efficace à titre politique. Et moi, je plaide pour une écologie très décentralisatrice. Et quand on part du carbone, si vous voulez, ce qui est un peu la tendance actuelle, on finit toujours par de la grande planification. Le carbone, c'est les ingénieurs, alors donc c'est Jean Covici et d'autres, j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais enfin, ça finit toujours par un grand plan où des experts vont faire descendre les émissions carbone des différents secteurs sans trop bouleverser, disons, la manière dont la société fonctionne. Si on part de la biodiversité du vivant, ce qui est mon cas, en fait, on aboutit à des options politiques complètement différentes, qui est au contraire très très fortement ancrées dans l'autonomie locale. Vous parlez des communs, mais les communs, ça ne peut advenir que quand il y a énormément d'autonomie politique en local. Toute l'idée des biorégions, c'est il ne faut pas attendre que les gens soient écolos, il faut leur donner la responsabilité politique de leur territoire, et en fait, assez naturellement, ils vont être amenés à en prendre soin. C'est complètement là-dessus que tourne mon prochain roman autour de l'eau, là, qui s'appellera Aqua. Je suis parti dans les 4 éléments, donc il y a humus, aqua, puis après l'air et le feu. Et sur l'eau, bah, évidemment, c'est la question première, puisque l'eau, c'est une ressource quand même très locale. Donc, comment est-ce qu'on organise une communauté institutionnellement pour qu'elle soit amenée à gérer ces ressources limitées sous forme de commun, sans en appeler constamment à l'État ou au marché pour fixer un prix. C'est ce que Eleonore Holmstrom définit Voilà. comme un commun dans sa Évidemment, gouvernance. absolument, absolument. Et c'est pour moi, sur mon roman Aqua, c'est ma référence centrale, c'est Elinor Ostrom, qui est vraiment qui est très intéressante parce qu'elle est très concrète d'abord. Enfin, elle a vraiment été prendre des exemples partout dans le monde et dans l'histoire, qu'elle montre que ça marche et qu'elle montre comment en fait ça force les êtres humains. Et c'est vraiment pas un truc idéaliste chez elle, c'est ça que j'aime bien. C'est pas un truc où tout d'un coup tout le monde devient bon. Au contraire, elle part presque du pire de la nature humaine, qui est que chacun veut pêcher le plus de poissons possible. Et au lieu de dire attention, on va mettre des lois, non, il y a bah non, comme on est en train d'épuiser la ressource halieutique qui nous concerne tous, bah on se met en commun pour essayer de répartir la pêche. Et donc, on commence à forger des institutions qui sont des institutions mouvantes, non verticales, mais à partir, si vous voulez, de problèmes qui sont au fond des problèmes presque égoïstes, de comment est-ce qu'on pérennise une ressource qui assure notre vie ou notre survie. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant chez elle, et voilà, mon roman est autour de ça. Mais pour revenir à l'écologie politique, mon problème, c'est que je ne trouve pas ça dans l'écologie politique aujourd'hui, qui est très interventionniste, très dirigiste, très étatiste, très planificatrice, et qui a perdu un peu son idéal communautaire, libertaire, qui la rend si vivante et si juste au fond. Et je pense d'ailleurs si attrayante. Grand merci, Gaspard. On va être obligé Oui. de s'arrêter parce que le Zoom, ça fait 1 heure qu'on est ensemble et je crois qu'on aurait pu rester toute la soirée. Donc, on sera ravis de vous accueillir autour de votre nouveau livre et à l'Université du Bien commun à Paris et au Festival Chemin Faisant. Même en commençant tout à l'heure, on a parlé d'une possibilité de faire un chemin faisant en Normandie sur vos terres. Super. Donc, ça pourra être extrêmement intéressant.
Et pour terminer, je voulais juste, pour tous ceux qui vont pouvoir aller voir votre newsletter, vous avez lancé un thème de réflexion qui est vraiment au cœur de votre réflexion aujourd'hui. On est libre de tout faire à condition de savoir le défaire. Donc, c'est la question que vous avez lancée dans votre Oui, je newsletter. tente ça. Ouais. Vous attendez des réponses, qu'il y ait du Exactement, dialogue et du exactement. J'en ai vivant. plein, j'en ai plein. Il faut encore que je les débroussaille parce que j'ai 50 Voilà, réponses, donc objections. j'invite tous les participants de ce soir de continuer cette réflexion et d'échanger autour de ce thème. Et puis, bien évidemment, d'aller lire l'intégralité parce que je crois qu'on a dû évoquer à peine 5 à 10 du livre. Donc, c'est un livre passionnant et donc je vous conseille très, très vivement de le lire. Merci.